ce sont les tips des femmes de santé et je vous présente Maud Nivet. Maud, aujourd'hui, elle va nous expliquer comment on détermine les besoins psychologiques des patientes et donc comment on adapte son comportement. Et elle va notamment nous parler de l'outil Processcom qu'elle utilise. Donc Maud, elle est infirmière et alors elle m'a dit qu'elle avait passé 7 ans aux urgences. Et alors, ce qu'elle m'a dit, c'est que si elle avait eu connaissance de l'outil Processcom, justement, quand elle était aux urgences, bah, elle y serait peut-être encore. Donc voilà. Elle adore transmettre, apporter une plus-value aux soignants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé des formations avec Maud. Donc, si vous êtes intéressé, je vous dis tout de suite le titre des formations. C'est identifier les particularités de la femme soignée et adapter le parcours de soins. Et la deuxième, c'est bien manager avec son leadership de femme de santé. Et alors, Maud, elle a sa passion, c'est dessiner. Et ce qu'elle préfère, c'est le noir et blanc et le détail réaliste. Donc voilà. Donc Maud, je te cède la parole et merci beaucoup de nous faire ce tips. Le but de ces tips-là, c'est de piocher un des concepts de l'outil Processcom parce qu'il est multiple. C'est un outil qui a été créé dans les années 80 par un psychologue américain, T.B. Keller, et il a vite été repéré par ses premiers travaux qui avaient été récompensés par un prix, le prix Eric Berne, et repéré par la NASA, il a été recruté. Et il a développé tout le modèle pour pouvoir au départ créer des équipages dans l'espace et favoriser la communication, limiter les stress et pouvoir envoyer tout ce petit monde dans l'espace, dans un espace confiné pour que tout le monde s'entende. Et ensuite, bien sûr, pendant ces 40 années de recherche, avec des recherches scientifiques, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce modèle-là, il a pu développer aussi dans le management, dans l'éducation, dans la santé, et c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, si on pioche un des outils Processcom, c'est les besoins psychologiques. On peut faire l'analogie avec les besoins physiologiques. On a tous les mêmes besoins physiologiques. Le corps humain, il a besoin de boire, de manger, de respirer, de dormir et d'interaction sociale, si on prend les 4-5 éléments les plus généraux. Et en parallèle de ça, T.B. Keller, il a trouvé aussi des besoins psychologiques. Et ça, on n'a pas tous les mêmes. En fonction de notre personnalité, en fonction de notre structure, on peut avoir à des moments donnés des besoins psychologiques prioritaires par rapport à d'autres. Donc là, on va les décrire. Il y a 8 besoins en tout et il y en a 1 ou 2 qui sont prioritaires chez nous. C'est un petit peu, si vous les remplissez de façon positive, votre comportement est aussi en mode positif et tout se passe bien et votre communication va avec. Et si vous les remplissez de moins bonne manière ou que vous ne les remplissez pas, eh bien, vous pouvez adopter des comportements sous stress et les patientes, c'est la même chose. Elles sont soit en positif, soit en stress. En tant que soignant, si je vous fais l'analogie avec le téléphone portable, quand vous voyez votre téléphone portable avec 5% de batterie, Margot, qu'est-ce que tu fais toi quand il a 5% de batterie ton téléphone? Alors, soit j'ai pas mon chargeur et je panique, soit je le mets en charge. Ouais. C'est exactement ça. On va faire attention à ses besoins psychologiques de la même manière qu'on fait attention quand on a besoin de son téléphone portable, parce qu'il y a des moments où on peut le laisser. Mais en tout cas, les besoins psychologiques, il faut être vigilant à bien les remplir. Et du coup, quand on a des patientes en soins, c'est pareil. Elles ont des besoins psychologiques. Et quand on a conscience de ça, on peut diriger un petit peu son entretien, son soin, son parcours de santé en fonction de la personne. Alors, en Processcom, personne n'est mis dans une case, bien au contraire, on a tous les types de personnalités. Donc, on a aussi tous les besoins psychologiques. Et on sait les identifier, on peut apprendre à les reconnaître encore mieux. Et en tout cas, il y en a souvent 1 ou 2 qui sont prioritaires et on peut les repérer avec des indices chez les patientes. Il y a une différence entre je remplis mon besoin psychologique, j'aime ça, c'est agréable, et le j'en ai besoin, ça me nourrit et c'est mon carburant. Et c'est vraiment ça. Alors, on a un court temps, donc je vais essayer d'être assez succincte. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, volontiers, on peut prendre 5 minutes à la fin pour y répondre.
Oui, Donc, oui, il y aura même 10, ouais, 10 minutes d'échange, donc voilà, ah vous pourrez super, prendre la parole. impeccable. Du coup, un des premiers besoins, je vous le montre là, c'est reconnaissance pour le travail productif et structuration du temps. Ça correspond à quoi? C'est un des types de personnalités Processcom, donc on a tous en nous, et c'est des personnes qui souvent ont besoin de concret, de factuel, qu'on respecte les timings, les délais. Souvent, c'est des patientes qui ont une très bonne connaissance de leur pathologie, ou qui, en tout cas, quand on leur annonce un diagnostic, elles vont derrière aller chercher des connaissances. Elles aiment apprendre, elles aiment comprendre, elles aiment analyser, elles aiment vraiment tout ce qui va être de la mécanique. Et elles ont souvent une attitude assez neutre. Il y a peu d'émotionnel parce que quand elles ont besoin d'informations, ben voilà, elles font pas d'émotions ou en tout cas elles transmettent pas d'émotions parce que sinon ça peut interférer avec la transmission d'informations. Donc quand on a une patiente qui est demandeuse d'infos, qui a besoin de comprendre précisément ce qui se passe, où est-ce qu'on va aller, quel va être le soin, quel va être le protocole, il faut pas hésiter. On reconnaît assez facilement ces patientes-là parce qu'elles l'expriment et elles posent des questions, parfois très précises. Et donc là, on peut y aller. On donne de l'info. On peut être précis avec des termes techniques. Il ne faut pas hésiter à donner de la documentation, à envoyer vers des études de recherche, ce genre de choses. C'est des patientes qui vont vraiment lire, hein, qui ont besoin de ça et qui vont se nourrir de ça pour pouvoir bien comprendre, bien analyser et savoir où est-ce qu'elles vont, soit dans leur pathologie, soit dans le process de soins. Et pareil, vous voyez, il y a aussi la structuration du temps. Donc, c'est des patientes qui, en stress, voilà, vous pouvez les voir perturbées ou agacées, énervées parce que bah, le rendez-vous, il a 2 heures de retard et qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. Voilà, tout ce qui va être respect de timing. Souvent, c'est des personnes qui ont leur agenda bien rempli. Tout est timé. Et il ne faut pas hésiter, du coup. Quand c'est des patientes qui ont un protocole un peu plus long ou qui ont plusieurs mois de traitement, eh ben, ne pas hésiter à donner le déroulé du protocole. C'est pas eh ben, on se revoit dans un mois. Non, je vous donne le rendez-vous maintenant. On se donne une date où vous allez voir le secrétariat et vous repartez avec une date. Et puis, pas hésiter, du coup, sur des protocoles longs, à le donner en entier. Voilà, à 3 mois, à 6 mois, on va faire ça. Tel soin, tel examen, tel. Voilà, elles ont besoin pour pouvoir planifier, organiser et structurer. Ça, c'est vraiment ce qui va être important pour elles. Et vous allez, du coup, les engager dans le process de soins et les faire encore plus adhérer au protocole, au traitement ou à tout ce que vous avez besoin si vous êtes vigilant à répondre à ce besoin-là, à ces deux besoins, parce que ça, c'est des personnes qui ont deux besoins. Il y a un autre besoin qui peut se ressembler parce que là aussi, il y a reconnaissance pour le travail, mais là, c'est le travail dévoué. Et le deuxième besoin, c'est reconnaissance des convictions, pour les convictions. Alors, la différence reconnaissance pour le travail dévoué avec le premier, c'est que c'est des patientes qui vont avoir besoin qu'on reconnaisse l'engagement qu'elles mettent dans leurs soins, dans leur protocole ou dans l'accompagnement qu'on leur demande. C'est juste cette différence-là. Euh, c'est des personnes qui ont un fort besoin de confiance. Quand on les voit la première fois, elles peuvent paraître en retrait, elles peuvent être observatrices avec un regard un peu perçant. Voilà, elles ont besoin d'une relation de confiance, elles ont besoin de se sentir respectées et de s'assurer que vous correspondez un peu à leur système de valeurs pour pouvoir voilà, avoir cette relation démocratique et de transparence et d'échange serein. C'est vraiment important pour elles. Et en plus, c'est des patientes qui ont besoin de reconnaissance pour les convictions. Donc souvent, elles ont un avis. Dans la communication, ça va s'entendre. Elles vont vous demander votre avis. Elle vont vous dire, je pense, je crois, selon moi. Et elles vont souvent vous demander votre avis. Donc là, il ne faut pas hésiter. Donner son avis sur le protocole. Moi, je pense que celui-ci, c'est le meilleur. Ou je pense que ce soin-là est plus adapté. Et de terminer par qu'est-ce que vous en pensez. Il faut qu'il y ait de l'échange. Il faut qu'il y ait du débat. Il faut qu'il y ait du dialogue. Grâce à ça, si vous posez la question de ce qu'elle en pense, la patiente, comment est-ce qu'elle voit les choses, qu'est-ce qu'elle prévoit, ça permet de valider. Ça valide le protocole, ça valide les soins et c'est une meilleure adhésion. Si la patiente valide, qu'elle peut échanger, qu'elle peut débattre, qu'elle peut donner son opinion, eh bien, vous êtes sûr de valider encore mieux l'adhésion aux soins.
Ça, c'est une chose qui est assez importante. Et si on n'est pas d'accord avec elle, il y a un tips qui est magique, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la patiente, avec ce qu'elle dit, et que vous avez un autre avis en tant que professionnel de santé, eh bien, c'est de ne jamais dire mais. Quand on n'est pas d'accord, surtout avec ce type de personnalité-là, on ne dit pas mais, on dit et. Parce que le mais, c'est une gomme. Si on dit j'entends ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord, la personne, elle s'arrête au mais. C'est-à-dire tout ce que vous avez dit avant, c'est invalidé, et tout ce que vous dites après, il y a des écoutilles, elle n'entend plus. Ça, c'est une réaction normale. En tout cas, si vous remplacez par le et, vous n'invalidez pas son avis et en même temps, vous pouvez exposer le vôtre. Et c'est plus facile dans l'échange. Il y a débat, il y a discussion et elle est ouverte à ça. Ça va pour ces deux premiers? Je vois pas trop de questions, donc on va continuer. Il y a un autre type de personnalité où là, les personnes, elles ont besoin de reconnaissance pour la personne et de besoins sensoriels. Alors là, on n'est plus du tout sur la reconnaissance du travail, ou en tout cas de l'engagement ou de la structuration du temps. Là, c'est vraiment reconnaissance pour soi. C'est-à-dire, on est accepté tel qu'on est, sans condition, sans contrainte, sans performance. C'est juste besoin de se sentir bien, accueilli et être reconnu en tant que personne. Je repense souvent à des situations que j'ai connues assez fréquemment où des patients se sentent des numéros. Voilà. Je me souviens d'une dame, je prends souvent cet exemple-là pour le besoin de reconnaissance pour la personne. C'était dans le service HTCD, donc courte durée quand j'étais aux urgences. Et cette patiente-là avait entendu le médecin dans le couloir parler de la patiente de la 312. Et quand je suis rentrée, moi, pour faire un soin, eh ben, elle était pas très bien, cette dame. C'était une petite mamie et elle se sentait, voilà, pas reconnue. Elle n'était que la patiente de la 312 et elle l'a verbalisé et elle pleurait un peu. Enfin, elle avait vraiment besoin de réconfort et de se sentir autre chose qu'un numéro. Ces patientes-là qui ont ce besoin-là, bah c'est exactement ça. Elles ont besoin de se sentir reconnues, qu'on les appelle parfois par leur prénom. C'est aussi quelque chose qu'elles apprécient ou en tout cas qu'on s'occupe de leur ressenti. Elles fonctionnent avec ça, elles sont connectées à leurs émotions, ces patientes-là, et elles ont besoin qu'on prenne parfois le temps de leur dire comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ça va? Voilà, de laisser la place, une petite place. Alors, on n'a pas toujours le temps en timing, mais en tout cas, on peut essayer de le faire, de laisser de la place au ressenti et qu'elles puissent s'exprimer là-dessus. Et les besoins sensoriels, eh ben oui, on va adapter le parcours de soins, on va proposer, eh ben justement, besoin de discuter, besoin d'échanger, de parler, de dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Eh ben on peut proposer un suivi psy, on peut proposer de la sophrologie, on peut proposer des massages, de la reconnexion au corps, tout ce qui va être du sensoriel. C'est des choses qu'on peut proposer en plus du protocole de soins, et en tout cas, c'est des patientes qui vont y être sensibles et pour qui ça va faciliter vraiment ce parcours de soins-là. Quatrième besoin, enfin quatrième exemple, parce qu'on en a fait deux à chaque fois. Là maintenant, les trois autres types de personnalités n'ont plus qu'un seul besoin psychologique. Et donc là, vous voyez le besoin psychologique de solitude. Alors, c'est pas une patiente qui a besoin d'aller se planquer au fond d'une grotte dans l'Arzac. Même si ça peut être sympa. En tout cas, c'est des patientes qui, en comportement, c'est des patientes très calmes, qui ont un visage lisse. Souvent, il y a peu d'expression. Elles peuvent même paraître en retrait. Elles parlent peu, semblent absentes parfois quand elles sont plutôt en situation de stress. Des difficultés à dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles ont besoin. Voilà, ça peut être compliqué de sortir les mots. Et ça, c'est des patientes qui, du coup, quand le besoin psychologique n'est pas rempli de façon positive, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu de temps pour elles, qu'elles n'ont pas eu de temps calme, qu'elles sont trop sollicitées par les environnements, eh bien, elles peuvent justement présenter ce type de comportement stress où elles vont pas parler et être comme recroquevillées au fond de leur coquille comme un escargot. C'est vraiment ça. Donc là, il ne faut pas hésiter. Quand on repère une patiente qui est comme ça, très calme, très posée, qui par contre a des questions très justes, très précises, c'est des choses où on va favoriser un environnement calme. On ne va pas donner des infos dans un couloir. Alors j'exagère, on ne le fait jamais, mais c'est pour montrer l'exemple. Qu'il n'y ait pas trop de sollicitations ou de stimuli sonores avec des passages de personnes ou ce genre de choses. Vraiment, l'environnement calme est à privilégier. Il faut inviter ces patientes à se projeter dans leur parcours de soins, à visualiser.
elles ont une très forte capacité d'imagination et donc leur accorder du temps pour poser des questions, leur dire prenez le temps de réfléchir aux questions que vous avez par rapport au parcours de soins que je vous propose et la prochaine fois, donnez-moi vos questions. Leur accorder du temps et leur laisser cette possibilité-là, ça permet vraiment de fluidifier les choses et elles ont donc ce temps-là pour se projeter et pour visualiser. Elles prennent positivement le temps de solitude et elles reviennent vraiment avec les questions. Et c'est des patientes qui, pendant les soins, peuvent être très très calmes et n'ont pas forcément besoin de parler. Accepter ça, c'est aussi leur offrir ce temps de solitude. Et du coup, si on repère ça, on n'hésite pas, hein. La sophrologie, ça marche aussi. L'invitation au voyage pour se détourner de la douleur ou d'un soin trop long. Voilà, c'est des choses qui peuvent être très agréables. Mettre une musique douce, voilà, ce genre de choses, ça peut être favorable pour ces types de personnalités. Après, il y a d'autres. Vous voyez, la couleur change, c'est jaune, c'est plus fun. Et le besoin, c'est le besoin de contact. Et je fais exprès de faire ça. Parce que souvent, ces patientes-là, vous les reconnaissez. À l'inverse, elles sont spontanées. Elles sont sur un mode communication popcorn. Ça va, ça vient, ça fuse. Elles ont besoin de ludique, elles ont besoin de s'amuser. En tout cas, elles ont besoin de dédramatiser les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est important quand on leur... voilà, ça peut être des patientes à qui on annonce des choses assez compliquées, graves, avec un parcours de soins très très long, et vous allez les entendre blaguer là-dessus. Et là, ça peut paraître déroutant parce que ça peut être perturbant. Nous, on est très sérieux en tant que soignant, on annonce des choses graves, et la patiente, derrière, elle réagit en mode popcorn et elle peut même faire des blagues la fois suivante. Voilà, c'est des personnes qui ont besoin de contact. Ça s'entend, et du coup on n'hésite pas. Besoin de dédramatiser, on peut voilà, dédramatiser les choses. Ce qui marche le mieux avec elles, ces patientes-là, c'est de faire son job sérieusement, sans se prendre au sérieux. Ça aide. Alors, quand c'est pas trop notre énergie, ça peut être compliqué, mais en tout cas, ça peut être juste des petites touches, et ensuite on redevient sérieux. Mais en tout cas, c'est les patientes, vous allez le voir, elles ont besoin de ça, elles ont besoin de cette complicité avec le soignant. Et en 2 secondes, le besoin psychologique peut être rempli par de la complicité et ensuite on peut passer à autre chose. Ne pas hésiter sur quand c'est des femmes, je pense par exemple au parcours de fertilité, c'est des patientes qui aiment tout ce qui va être application aussi, tout ce qui va être ludique. Donc si on a des applications pour suivre la symptomatologie, le parcours de fertilité, voilà, surveillance des symptômes, de son cycle, tout ça, voilà, pas hésiter à trouver une application, lui proposer, c'est ludique et ensuite c'est un peu en mode gadget, mais en tout cas c'est des choses qui conviennent et qui sont de la nourriture psychologique pour elle. Pas de routine avec elle, pas de routine. On change de salle de soins, c'est ok, même elle préfère. L'ennui, c'est une horreur pour elle. Le truc routinier, on va faire les examens tous les 15 jours, au même endroit, dans la même salle. Voilà, je caricature, mais ça peut être quelque chose qui, voilà, ne pas hésiter à changer de salle si on en a la possibilité, à varier les choses. C'est des indices et c'est des choses qui peuvent mettre la patiente en positif pour la faire adhérer aux soins. Le dernier besoin psychologique, c'est un besoin d'excitation. Alors, c'est des personnes qui fonctionnent en mode action. C'est des femmes, le mode blabla, elles s'en fichent. Quand il y a trop d'explications, quand ça devient trop long, c'est compliqué parce qu'elles ont besoin de passer à l'action. Ok, j'ai ça, c'est quoi le parcours? Allez-y, donnez-moi la procédure, indiquez-moi les choses, j'y vais. Elles ont besoin d'action concrète. Alors, le besoin d'excitation, il peut être rempli par justement se mettre en action, aller droit au but. C'est les patientes qui souvent ont besoin d'activité physique parce que l'excitation, ça peut aussi être ça. C'est tout ce qui va être décharge d'adrénaline sur un temps très court. Donc le sport, c'est un très bon moyen. Et c'est des patientes qui, quand elles ont une annonce, un diagnostic, peuvent se retrouver limitées là-dedans dans l'activité physique. Donc avoir conscience de ça, et pouvoir leur offrir une marge de manœuvre sur cette activité physique, leur donner des défis, des challenges, c'est ce qu'elles aiment aussi. Voilà, ça peut aider et ça peut être agréable pour elles. Et pas hésiter aussi, c'est des personnes qui s'adaptent très très bien, les personnes qui ont un besoin d'excitation. Et
elles ont ce mode un peu caméléon, elles s'adaptent très très bien. Et ne pas hésiter à valoriser en fait quand les résultats sont négatifs, quand il y a un échec thérapeutique, de valoriser leur capacité à rebondir là-dessus. Elles vont se remettre en mode challenge. Ok, on passe à autre chose, on va trouver une solution. Et en fait, le mode action se met tout de suite en route. Et le challenge, le défi, c'est souvent ce qu'elles aiment bien. Et c'est ce qui va les motiver en fait au quotidien. Alors, je vois quelques questions. J'ai parcouru les 8 besoins psychologiques. C'est très court hein, sur un temps de tips. Alors, je vois, bonjour, comment identifiez-vous ces différents besoins selon la personne? Ça Oui, va être en alors fonction. juste Oui, merci Maud. Et ce que je vous propose, c'est vu qu'on n'est pas nombreuses, vous pouvez ah oui, ouvrir carrément. votre micro et votre caméra. Karima, en effet, vous aviez une question. C'est si vous voulez la poser. Enfin voilà. Bonjour, merci pour cet instant. Bonjour. Oui, voilà, je posais la question parce que bon, cette liste est très intéressante et permet de s'adapter et d'adapter notre accompagnement auprès des patientes. Mais comment les identifier? Comment les évaluer? Bon, je Alors, pense que oui, il y a beaucoup d'observations, mais pas que. alors, dans l'idéal, c'est de passer son inventaire process communication modèle. Donc, ça permet d'avoir un immeuble de personnalité et on a toute la structure des personnes. Alors, en tant que soignant, j'ai envie de dire c'est très intéressant parce qu'on va repérer notre mode de fonctionnement à nous, notre mode de communication. Pour les patientes, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'en face, la patiente, elle n'a pas passé son inventaire process com et vous ne pouvez pas le savoir. Donc là, ça va vraiment être de l'observation sur le comportement et sur la communication. Et je vous ai donné quelques exemples par-ci par-là. La personne qui est calme, qui a un visage neutre, la personne qui, à l'inverse, besoin de reconnaissance pour la personne, on dit que c'est relié au type empathique. Et donc là, c'est des personnes qui, voilà, je change de visage directement. C'est des personnes qui sont souriantes, qui, la première fois qu'elles vous voient, vous demandent si ça va, vont prendre des nouvelles de vos enfants, parce qu'elles se sont souvenues que vous aviez des enfants, parce qu'elles ont repéré la photo sur le mur ou sur le bureau et puis qu'elles y ont pensé. Euh, c'est des patientes qui vont être tournées vers l'autre. Et en fait, il y a des patientes qui vont être tournées objectif. Voilà, objectif, c'est quoi la prochaine étape? Et ça, dans la communication, vous allez le repérer comme ça. OK, on a fait ça. Maintenant, on est au mois suivant. C'est quoi la prochaine étape? Donnez-moi les deadlines, donnez-moi la procédure. Voilà. En fait, il y a plein d'indices par type de personnalité qui vont vous aiguiller sur les besoins réels de la personne. Après, les patientes, elles ont les 6 types de personnalités entre elles. Donc, en communication, et c'est la magie et la complexité de l'être humain, elles peuvent passer d'un étage à un autre. En revanche, le besoin psychologique, le ou les besoins psychologiques, ils sont importants et ils vont être verbalisés. Vous allez avoir des indices dans la communication et dans le comportement. Et puis, ne pas hésiter. En fait, il y a une règle très simple. C'est de quoi vous avez besoin. Comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner au mieux, dans ce parcours de santé. Les patients, on se connaît. Moi, je suis experte du modèle ProcessCom, mais je ne suis pas experte des patientes ou des gens ou des personnes qui sont là en live. Les personnes, elles sont expertes d'elles-mêmes et elles savent de quoi elles ont besoin. Elles savent si elles ont besoin de se sentir autre chose qu'un numéro. Elles savent si elles ont besoin qu'on fasse les soins, un peu de fun, parce que sinon c'est une horreur et que ça va me mettre en stress. Voilà, ça peut être tout bêtement aussi de dire, voilà, de quoi vous avez besoin, comment je peux vous accompagner au mieux, et puis donner des idées, et puis la patiente, elle va vous dire ce qu'elle a besoin. Et ça peut être aidant, et du coup, ça permet d'aiguiller et d'enrichir le parcours de soins sur une meilleure adhésion. Merci beaucoup. De rien, Karim. Une autre Alors, question, pas de souci. oui, il y avait des questions dans le chat. Laetitia, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour. Et encore une fois, hyper intéressant comme d'habitude ces tips. Bonjour Maude, que j'avais vu lors Oui. des États généraux, super atelier que tu avais animé. Mais oui, j'ai essayé de prendre des notes, mais j'ai pas réussi à prendre toutes les notes que je voulais. Est-ce que tu peux me remontrer juste les types de besoins et les types de Oui. patients pour que je puisse prendre des notes comme il faut?
Alors, du coup, il ne faut pas hésiter. Il y a le site Process Communication Model. C'est même Calair Communication. Vous allez retrouver pas mal de littérature et pas mal d'exemples. Vous regardez sur Internet, hein, il y a beaucoup de choses sur le Process Communication Model. Donc, il faut aller chercher sur des sites spécifiques. Après, adapté dans le monde des soignants, il y en a très peu. Il y a un livre qui existe, c'est Process Communication Model, Relations soignant-soigné. C'est écrit par un infirmier que j'ai rencontré, que je connais, et c'est un livre très bien. Par contre, il est très dense. Donc, il est intense à lire parce qu'il est très dense, mais il est adapté au monde des soignants. Et les besoins, c'est bon, ça a été pris en note. Si Ouais. nécessaire, on pourrait les redonner en tips. Je peux refaire un écrit ou un papier qu'on peut mettre sur la plateforme Femmes de Santé, hein. Ah, volontiers, ouais, Ouais, je peux volontiers. faire ça, ça sera plus sympa. Et puis redonner un petit peu les tips que j'ai pu mettre dans le live, avec plaisir, sans souci. Ouais, non, c'était très intéressant et effectivement, moi, c'est un sujet qui me passionne, mais que je connaissais pas du tout, en fait, le process communication modèle et c'est pour ça que c'était ma deuxième question de la Ouais. littérature sur ce sujet-là, parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus. OK Bah, il y a un super livre aussi qui est, alors pas adapté au monde de la santé, mais sur Processcom, c'est Comment leur dire. C'est Gérard Collignon, mais pareil, je mettrai les liens dans le document pour la plateforme. Et puis, il y en a plusieurs, hein, il y en a plein. Et un petit livre rouge aussi, Découvrir la Processcom, c'est Jérôme Lefebvre. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ou c'est Pierre Agnès. Bon, l'un des deux, parce qu'ils bossent beaucoup ensemble. Je remettrai tout le listing. Voilà, c'est des livres qui sont intéressants. Alors, l'outil Processcom est complexe. C'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Ça se travaille au quotidien. Mais c'est vraiment très intéressant et on peut l'adapter à plein de choses sur la communication, sur son positionnement, sur le management, sur l'éducation, les enfants. Ça marche très très bien. OK, merci beaucoup. C'est noté. Et j'avais vu une question, quelqu'un avait mis, j'ai vu que si besoin, oui, alors j'ai dit 8 parce que du coup, il y a parfois sur certains types de personnalités, il y en a 2. Voilà. Reconnaissance pour le travail dévoué, reconnaissance pour les convictions. Ça fait 2 besoins. En tout, il y en a 8. Mais il y a 6 types de personnalités que l'on a tous en nous, je le rappelle. Personne n'est dans une case. Oui, parce qu'au final, les besoins psychologiques peuvent changer aussi en fonction des humeurs du jour. On peut, alors pas forcément en fonction des humeurs du jour, selon le modèle Processcom, c'est des périodes de la vie. Mais par Ok. contre, oui, on peut très bien ne pas avoir les mêmes besoins à l'heure actuelle que ceux qu'on avait quand on était enfant ou quand on était ado aux études ou selon notre parcours de vie, il peut y avoir des moments où oui, nos besoins psychologiques vont changer. Et en fait, c'est notre motivation au quotidien qui va changer. Clairement, moi, pendant 30 ans, j'ai été sur la reconnaissance de la personne et le côté sensoriel. Il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai changé. Alors, on va dire évolué. J'ai pas, il n'y a pas de bénéfice parce que ça peut être des périodes de stress intense, ça peut être des périodes de burn-out, ça peut être, voilà, ça peut être des événements positifs comme négatifs. Et à l'heure actuelle, mon besoin psychologique, c'est celui-là. Et donc, j'ai besoin, et je le sais, je prends du temps pour moi, alors, ça peut être très court, j'ai pas besoin d'avoir 5 heures dans la journée à moi toute seule. Ça peut être juste aller marcher 20-30 minutes entre midi et 2. Ça peut être prendre 5 minutes pour lire un bouquin, mettre mon casque. J'ai un super casque que j'ai eu pour mon anniversaire avec réducteur de bruit. Et ben c'est bête, mais voilà, mes trajets de train, je fais beaucoup de trajets en train pour le boulot. Et mes trajets de train, et ben j'ai mon casque à réduction de bruit. Je mets de la musique ou j'en mets pas, ça dépend des fois. Et en tout cas, ça me permet de m'isoler et de limiter toutes ces interactions et ces sollicitations extérieures qui peuvent, voilà, générer de la fatigue chez moi. C'est un exemple. Alors, Catherine, tu as une question? Oui, bonjour Maud, merci beaucoup, Bonjour. très intéressant. Oui, moi j'ai une question. Tu viens de dire que ces différents besoins varient au cours de la vie, mais est-ce qu'ils peuvent varier aussi selon que l'on soit au boulot, par exemple, ou selon que l'on soit patient, ou selon que l'on soit en famille ou entre amis? Alors, ils vont pas forcément évoluer comme ça. C'est plus, comme je le disais, on a les 6 types en nous. Donc, en fait, on va utiliser
tous les types de personnalités. Et oui, on n'a pas forcément la même attitude ou le même comportement au travail, à la maison, avec nos amis, parce qu'on va utiliser tous les types de personnalités qu'on a en nous. Donc, si je devais les citer rapidement, c'est analyseur, pour celui-là. Ensuite, on a le type persévérant, on a le type empathique, notre facette empathique, on a notre facette imagineur, on a notre facette énergiseur et on a notre facette promoteur. Voilà, on a les 6 types en nous. Mais oui, c'est intéressant de remplir tous les besoins psychologiques et généralement on le fait au travail, on va voilà, être satisfait de la reconnaissance pour le boulot qu'on a fait. Ça, tout le monde est d'accord que quand on nous dit t'as fait du bon boulot, bah ouais, c'est agréable, c'est chouette, ça fait plaisir et c'est sympa. Et il y a par contre des personnes, pour moi ça va être sympa, qu'on me dise que j'ai fait du bon boulot, ouais, je suis contente, c'est satisfaisant. Par contre, ça va pas me nourrir de la même manière qu'une personne qui a vraiment besoin d'une reconnaissance pour le travail productif, ou pour elle, ça va vraiment être du carburant. L'analogie que je fais souvent, c'est vous mettez de l'essence dans votre voiture, ok, vous nourrissez un besoin psychologique, ça fait avancer votre voiture. Par contre, vous mettez du protoxyde d'azote, et votre voiture a fait comme un dragster. Quand vous nourrissez votre besoin psychologique, c'est comme un dragster, c'est-à-dire que vous allez, pouf, vous démarrez, c'est un boost en fait, c'est une espèce de... et vous pouvez le ressentir émotionnellement et physiologiquement. C'est-à-dire quand vous nourrissez votre besoin psychologique, ça a un impact sur votre physiologie, ça vous met en bonne humeur. Un exemple très concret, c'est reconnaissance pour le travail dévoué et l'engagement qu'on y met et la reconnaissance des convictions. Une collègue que j'ai accompagnée qui était aide-soignante avec cet outil-là et qui m'expliquait, et c'était son besoin psychologique prioritaire, et elle m'expliquait qu'elle était investie dans le CCAS, dans le machin, et que quand elle participe, même quand elle était crevée, qu'elle avait enchaîné plusieurs jours de boulot en soins à domicile et qu'elle avait une réunion du CCAS le soir, et ben en fin de compte, elle ressortait de sa réunion CCAS énergisée, boostée. Elle n'était pas fatiguée. Elle était mise en énergie. Et elle a pris conscience de ça. Elle dit, mais en fait, c'est pour ça. Et oui, parce que c'était sa nourriture, parce qu'elle appréciait d'être engagée dans le CCAS, investie dans le bureau, et puis mettre en place des actions, voilà, s'engager, avoir des convictions fortes et les porter. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui nous met en énergie, qu'est-ce qui nous motive au quotidien, et comment on peut le remplir au mieux, quoi. Et les patientes ont les mêmes besoins.